Euh, Bonjour à tous, il est 18h05, du coup je vous propose qu'on commence, même s'il y a certainement encore des retardataires qui risquent de nous rejoindre en cours de route. Donc, bienvenue à tous ce soir dans le cadre donc, de ce webinaire de la chaire EPPP, donc des webinaires qu'on organise généralement sur une base mensuelle, mais là, donc, il y en a deux qui se sont enchaînés d'une semaine sur l'autre, donc en partenariat notamment avec donc, le cabinet GB2A. Le webinaire qui va nous intéresser ce soir porte donc sur ça s'intitule sur le développement des réseaux d'initiative publique en France, quel bilan? Et donc, effectivement, on va s'intéresser dans le cadre d'aujourd'hui avec nos deux intervenants, donc Gwenaëlle Le Sauce et Marie-Amélie Lecoq, que je vais présenter d'ici quelques minutes, à la question des réseaux d'initiative publique. En essayant un petit peu d'avoir un retour d'expérience, un bilan un petit peu de ce qui s'est passé donc, ces 10 dernières années dans le cas français. Donc, pour juste dire quelques mots, mais je ne veux pas trop m'attarder puisque les deux intervenants ont beaucoup plus d'expertise que moi sur le sujet et donc ils le feront bien mieux que moi pour expliquer un petit peu les éléments de contexte, hein. Donc, on va effectivement parler du plan France très haut débit qui avait été lancé en 2013 et qui se donnait pour objectif donc d'avoir de couvrir l'intégralité du territoire national en accès au très haut débit en l'espace de 10 ans, avec comme objectif donc de réduire la fracture numérique, c'est-à-dire les inégalités d'accès qu'on pouvait avoir entre territoires. Et ce qui est très intéressant avec ce plan France très haut débit sur la manière dont ensuite il a été construit, c'est qu'on a une gouvernance un petit peu particulière, puisqu'on a une ambition nationale, donc une impulsion qui se fait au niveau national et qui ensuite doit percoler dans les territoires. Et donc, ensuite, une fois dans les territoires, comment est-ce que cela s'organise? C'est une gouvernance un peu complexe, mais comme on va le voir, plutôt bien orchestrée, où on a donc une action complémentaire des opérateurs et des collectivités territoriales. Donc, les opérateurs qui sont présents et qui ont été présents dès le début, là où on avait une densité de population importante, mais dans les zones moins denses, c'est les collectivités territoriales donc, qui ont dû être à la manœuvre et qui ont donc développé ces fameux réseaux d'initiatives publiques. Donc, pour ce faire, elles ont souvent mis en place des arrangements publics-privés divers et variés. Et donc, on a maintenant peut-être un petit peu suffisamment de recul pour pouvoir s'intéresser au bilan qu'on peut tirer un petit peu de l'expérience française en matière de... Donc, pour ce faire, on aura deux intervenants. On aura donc Marie-Amélie Lecoq, Bonjour à tous. très content d'avoir, donc, qui est directrice marketing à Orange Concession et qui a donc une expertise assez profonde de la question, puisque elle a, au fil de sa carrière, développé une connaissance approfondie des RIP, puisqu'elle a travaillé donc, dans l'audit et le conseil, où elle a notamment assisté Orange lorsqu'il répondait aux appels d'offres du groupe, donc notamment en tant que consultante sur le volet modélisation financière. Et elle a par la suite a changé de côté, elle a basculé, elle a rejoint Orange, donc elle a directement participé, on pourrait même dire contribué à la grande vague des appels d'offres qui a été passée dans le cadre du plan France très haut débit. Et donc c'est assez naturellement ensuite qu'elle elle a trouvé sa place dans l'organigramme d'Orange Concession, où elle est donc aujourd'hui donc, directrice marketing et stratégie, ce qui inclut le développement, ce qui sera intéressant donc, pour nous aujourd'hui. On aura également un second intervenant et qui d'ailleurs commencera, celui qui va prendre la parole en premier, donc Gwenaëlle Le Sauce, qu'on est très content d'avoir avec nous ce soir aussi, qui est manager donc, au sein du pôle télécom, médias et technologies de PMP Stratégie. Et donc, Gwenaëlle, ça fait 6 ans maintenant qu'il travaille quasi exclusivement donc, sur ces enjeux liés aux infrastructures numériques. Et donc, dans ce cadre, il a accompagné les pouvoirs publics d'abord nationaux pour les réflexions autour de la mise en place de ces fameux réseaux d'initiatives publiques. Et une fois que ce travail avait été fait, il a naturellement poursuivi en accompagnant ensuite les collectivités locales donc, dans leur conception de projets d'aménagement numérique. Et ensuite, également sur les questions d'attribution des éventuels contrats de délégation de service public. Donc, il a une vision complète de tout ce qui s'est passé dans la mise en place de ces RIP à travers le temps. Les contrats sont en cours aujourd'hui, mais pourtant, Gwenaëlle continue de s'intéresser à la question, puisqu'il y a toujours, effectivement, donc, dans des travaux d'accompagnement des opérateurs, notamment pour essayer de valoriser les réseaux qui sont en cours de déploiement et pour aider à les financer. Donc voilà un petit peu pour poser les éléments de contexte et nos deux présentateurs. Et donc du coup, je vais donner la parole à Gwenaëlle en premier, qui donc va dresser un petit peu un bilan macro des RIP et donc de manière à présenter un petit peu les dispositifs qui sont mis en place, le taux de déploiement, est-ce que les objectifs ont été atteints par rapport aux plans initiaux, etc.
Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Et est-ce que vous voyez bien la présentation? Ok. Ouais. Alors, Gwenaël, juste avant que tu commences, peut-être juste une toute petite remarque. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas peut-être à les poser dans le chat. Ensuite, entre les deux interventions, peut-être que je pourrais donner la parole à Gwenaël pour quelques questions. Et peut-être aussi, on en gardera d'autres pour la discussion une fois que les deux présentations auront été faites. Donc, effectivement, je vais vous parler du plan France Haut Débit, les principes qu'il a mis en place pour assurer la couverture du territoire national en FTTH, l'historique entre sa mise en place et la date d'aujourd'hui, effectivement, la conception des projets d'aménagement numérique du territoire, l'attribution des réseaux, leur construction et puis aujourd'hui leur financement. Il y a eu plusieurs phases historiques dans ce plan-là et un bilan à date de où on en est et peut-être quelques perspectives de vers où on va sur ces sujets-là. D'abord, le plan France Très Haut Débit. Le plan France Très Haut Débit, comme tu le disais, Jean, a été lancé en 2013 avec pour ambition d'abord d'apporter un Internet performant à l'ensemble des logements, entreprises et administrations, avec en toile de fond l'idée de réduire la fracture numérique qui était visible sur le territoire, et on le voit bien d'ailleurs, on avait un territoire très éclaté entre des débits faibles en dessous de 8 mégas par seconde et des débits qui allaient jusqu'à ce qu'on a appelé un excellent débit, donc au-dessus de 100 mégabits par seconde. Et ce plan France Très Haut Débit a défini plusieurs jalons. D'abord, deux jalons historiques, le jalon 2020 qui prévoyait l'arrivée du bon haut débit pour tous, c'est-à-dire plus de 8 mégabits par seconde, et il s'appuyait celui-là sur un mix technologique où à l'époque on envisageait pas mal de montées en débit DSL, donc sur la base du réseau cuivre d'Orange, mais aussi des réseaux câblés, mais aussi le déploiement de la 4G pour des usages fixes, mais aussi également le subventionnement d'installation d'équipements satellites. Deuxième jalon historique, 2022, où l'objectif était d'apporter le très haut débit à tous les Français, donc très haut débit entendu comme 30 mégabits par seconde minimum. Et ce jalon-là avait bien pour ambition d'être atteint essentiellement avec du FTTH. Finalement, ce plan-là en soi représentait déjà une nouvelle vague de l'aménagement du territoire après les aménagements historiques qu'a connu la France, comme la construction des chemins de fer, l'électrification du territoire, le déploiement du téléphone fixe. Et finalement, malgré ça, les ambitions ont été encore rehaussées par le gouvernement début 2020, pardon, avec l'ajout du troisième jalon, celui de 2025, qui vise la généralisation de la fibre sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire apporter la fibre aux 44 millions de prises identifiées sur le territoire français, objectif qui est en ligne avec le projet européen de la Société du Gigabit en 2025. Alors, autant le dire, pour l'instant, en tout cas, le plan France Très Haut Débit est une réussite. Et cette réussite-là, elle est due à la mobilisation de tout un écosystème. J'ai résumé là sur cette page trois grands acteurs, trois catégories d'acteurs à identifier, des pouvoirs publics qui ont su être proactifs et mettre en place un cadre de régulation favorable au déploiement de la fibre. Notamment, les pouvoirs publics ont privilégié la solution du FTTH, y compris à une époque où ça ne faisait pas l'unanimité. L'État a fait le choix de mettre en responsabilité les opérateurs privés et les collectivités locales, qui ont été du coup chargés de mettre en œuvre sur leur territoire et au plus près des besoins réels de la population des projets propres. Ces collectivités locales ont elles-mêmes fait de la lutte contre la fracture numérique et le désenclavement un axe majeur de leur politique territoriale. Et comme je le disais, effectivement, un cadre réglementaire stable que je vais détailler par la suite, qui a permis l'émergence d'un nouveau marché en France, qui est le marché des opérateurs d'infrastructure. J'en parlerai un peu plus en détail par la suite. Et bien sûr, le régulateur qui anticipe et planifie avec Orange le moment de bascule où on passera d'un réseau cuivré ADSL historique vers le réseau fibre et donc l'extinction progressive du réseau cuivre qui est planifiée entre 2023 et 2030. Ça, c'est pour les pouvoirs publics.
mais on a aussi des opérateurs privés qui ont su s'engager dans ce projet-là, notamment en étant candidat aux appels d'offres pour l'attribution des DSP. Et on va le voir par la suite, l'intensité concurrentielle a été de plus en plus forte dans le temps sur ce point. On voit aussi que les déploiements, malgré les capex énormes, donc les investissements énormes qu'ils supposent, sont en forte accélération, y compris en zone rurale. Et du point de vue plus retail, pour les FAI, bien sûr, la fibre optique, c'est une occasion historique pour rebattre les cartes et aller conquérir ou au moins préserver ces parts de marché retail. Dernier point, et peut-être le plus évident, concernant les clients finaux, on voit qu'il y a un effet de ciseau entre, d'un côté, une croissance exponentielle des besoins en connectivité, et là on pense à la fois à la croissance du nombre d'appareils connectés par foyer, mais aussi le développement de nouveaux usages, et évidemment la crise sanitaire les a encore renforcés. Je pense notamment au télétravail. D'un côté, donc, ces besoins en connectivité qui explosent, et de l'autre côté, une offre technologique qui place la fibre en technologie à privilégier. Typiquement, en France, la seule alternative à grande échelle est le DSL, qui a un certain nombre de défauts, en particulier l'atténuation du signal et l'asymétrie des débits, en particulier en zone rurale. Mais on aurait pu aussi penser aux technologies mobiles, et ces technologies mobiles, notamment la 4G fixe, le satellite, etc., subissent d'autres problématiques du type de latence ou sensibilité aux conditions météorologiques. Donc tout ça fait que la fibre était la technologie de choix. Quand je parle d'un marché émergent d'opérateurs d'infrastructure, j'ai préparé ce petit schéma-là pour l'expliquer plus simplement. Historiquement, il n'y avait qu'un seul opérateur d'infrastructure, c'était Orange, à la tête du réseau cuivre ADSL. Et il existait déjà un marché des opérateurs commerciaux, donc des FAI, qui achetaient un accès au réseau cuivre d'Orange et revendaient en retail aux clients finaux, aux particuliers et aux professionnels, des offres de connectivité au réseau cuivre. Le déploiement de réseaux fibres en France et de nombreux réseaux fibres en France a été l'occasion de créer donc ce marché des opérateurs d'infrastructure. Et la création de ce marché d'opérateurs d'infrastructure, donc là j'en cite parmi les plus grands, évidemment, on a Orange et SFR, les opérateurs intégrés, des opérateurs neutres qui ont constitué des actifs importants au fil du temps, notamment Altitude et Axione. Ces opérateurs-là, c'est un schéma pour la zone peu dense, ont remporté des délégations de services publics et ils commercialisent. Et leur objectif est de construire et ou exploiter et commercialiser les réseaux FTTH confiés par les collectivités locales. Ils les commercialisent auprès des opérateurs commerciaux qui eux-mêmes vont revendre au détail aux clients finaux les offres de connectivité. Alors, la création d'un nouveau marché, donc le marché des opérateurs d'infrastructure, ne s'est pas faite toute seule. Il a fallu auparavant mettre en place un cadre, une régulation qui est à la fois stable et efficace. Alors là, sur cette page, j'en résume les points principaux, mais pour aller vite, le régulateur a fait en sorte que le territoire soit zoné, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de réseaux qui soient construits en superposition les uns des autres afin de maximiser la couverture et de minimiser les effets de cannibalisation entre les réseaux. Et ça, je vais développer ce point par la suite. Le régulateur a aussi imposé une harmonisation importante des architectures de réseau pour permettre l'interopérabilité, une certaine harmonisation également des offres commercialisées à partir de ces réseaux-là, offres qui doivent être évidemment non discriminatoires et basées sur des catalogues de services prédéfinis et publics. Il y a un encadrement des prix également, où le régulateur va s'assurer que les prix sont à la fois équitables, donc il n'y a pas une surmarge empochée par les opérateurs d'infrastructure au détriment des opérateurs commerciaux, et inversement, qu'il n'y ait pas de tarifs trop bas pour que les subventions publiques ne servent pas à financer les opérateurs commerciaux.
indirectement. Et enfin, un point majeur, le régulateur a obligé l'accès aux infrastructures existantes, notamment celles d'Orange, donc les fourreaux et les pylônes, et les poteaux, pardon, pour minimiser les coûts de déploiement d'un réseau FTTH à grande échelle, notamment en zone rurale. Donc, cette politique de zonage dont je parlais là voici, il s'agissait pour le régulateur de définir des zones en fonction de leur profitabilité au sens des opérateurs privés. Typiquement, on a défini une zone très dense qui va regrouper les 106 communes les plus denses de France, c'est-à-dire les plus profitables. Il y a une corrélation directe entre la densité d'un territoire et la profitabilité de ce territoire-là quand on déploie un réseau de fibre optique. Pourquoi? Parce que plus le territoire est dense, et plus pour une même longueur de réseau, pour un même volume d'infrastructures déployées, on va toucher de clients. Et donc forcément, le coût unitaire est directement lié à la densité du territoire. L'idée pour l'État et les pouvoirs publics, c'était bien d'avoir une complétude des déploiements sur tout le territoire français et en même temps d'avoir une efficacité dans la dépense publique. Donc, on définit une zone très dense, la zone la moins chère, qui était réputée profitable malgré une concurrence par les infrastructures. Et donc, c'est la zone que l'on voit sur la gauche de cette page-là. Elle représente près de 8 millions de prises. Une zone moyennement dense, où la stratégie a été de laisser, de publier un appel à manifestation d'intérêt à l'intention des opérateurs qui étaient libres de déclarer des zones comme cible de leur stratégie de déploiement de fibre. Orange et SFR ont répondu à cet appel en 2011. Donc, la zone très dense a été créée par l'ARCEP en 2008. La zone AMI, donc la zone moyennement dense, a été créée en 2011. Orange et SFR ont déclaré un certain nombre de zones, pour un certain nombre de zones, leur intention de déployer des réseaux de fibres sur leurs fonds propres, et à condition qu'on leur garantissait un monopole de fait local. Donc cette zone moyennement dense était définie à l'époque comme étant la seule zone où un déploiement de réseaux fibre optique sur fond entièrement privé était profitable dans le cadre d'un monopole local. Et donc, par différence, finalement, la troisième zone, la zone peu dense, qu'on appelle aussi zone RIP, représente l'ensemble du reste du territoire, donc c'est la carte de droite. Et par élimination, il s'agit de la zone qui a été considérée au début des années 2010 comme profitable uniquement dans le cas où l'opérateur bénéficie d'un monopole local, de facto, mais aussi de subventions publiques. Donc la zone très dense et la zone moyennement dense sont déployées sur fonds privés uniquement. La zone peu dense est déployée sur un fonds, grâce à un financement qui est mixte entre public et privé, pour ce qui est des RIP. Plus récemment, et je vais y revenir par la suite, en 2018, a été créé le concept d'AMEL, c'est-à-dire des zones où on s'est rendu compte que même si elles faisaient partie de cette zone peu dense, des déploiements sur fonds 100% privés étaient possibles, en situation de monopole local, bien sûr. Et donc, il y a aussi un certain nombre de réseaux sur cette zone-là qui sont entièrement privés. Cette dernière zone, elle représente tout de même 31 000 communes sur un total de près de 34-35 000 communes et 18 millions de prises. Donc, c'est évidemment la zone la plus difficile à déployer. Donc, cette zone publique, cette zone peu dense, a fait l'objet d'un certain nombre d'appels d'offres par les collectivités locales qui ont été positionnées comme responsables de l'aménagement numérique de leur territoire. À ces appels d'offres, des opérateurs d'infrastructure ont répondu, notamment Orange et SFR pour les opérateurs intégrés, mais aussi de nouveaux opérateurs d'infrastructure neutres, Altitude, Axione, Covage et TDF. Et voilà ce que ça donne en termes de cartes. C'est-à-dire qu'on a en France environ une centaine de réseaux d'initiatives publiques en zone peu dense, qui sont aujourd'hui quasiment tous attribués. On a deux petites exceptions en Guyane et à Mayotte, dues à la particularité de ces territoires-là. Et donc cette phase d'attribution
des réseaux qui a parcouru la décennie 2010 et donc maintenant derrière nous. Et un effet notable, quand on regarde les contrats de délégation de service public, les contrats concessifs qui ont été attribués à l'occasion de cette décennie-là, je vous ai fait un graphique où on présente les contrats de délégation de service public par date d'attribution en abscisse et on leur donnait le taux de subvention publique qui a été négocié à l'occasion de l'attribution de ces contrats. Et ce qu'on observe assez rapidement, c'est qu'avant 2017, les taux de subvention publique étaient systématiquement supérieurs à 30%. Et après 2007 ou à partir de 2017, ces taux de subvention-là sont tombés en dessous de 20% jusqu'à atteindre dans les années 2020-2021 des niveaux on ne peut plus faibles puisqu'on est à 0% de subvention publique. Ce qui peut paraître étrange et en fait qui s'explique par un marché qui est devenu beaucoup plus mature au tournant des années 2017-2018 autour de la fibre optique. C'est-à-dire que le marché a pris conscience de la valeur de ces réseaux de fibre optique-là, et on le voit à plusieurs niveaux. Typiquement, cette période a correspondu au moment où les collectivités locales ont relevé et aligné leurs ambitions de déploiement vers le 100% FTTH, et avec pour objectif de déployer d'ici 2025 dans leur grande majorité. Cette période a aussi correspondu au moment où les opérateurs commerciaux, donc les FAI, ont signé des accords cadres nationaux avec les opérateurs d'infrastructure pour entrer sur leur réseau et y commercialiser leurs offres retail. Mais aussi, ces années 2017-2018 ont correspondu à l'inauguration d'une phase historique de deals financiers qui ont eu lieu, notamment avec SFR à l'époque sur le projet Piano, qui a fait réaliser que qui a réussi à valoriser une part minoritaire dans ces réseaux à près de 2 milliards d'euros, ce qui a fait réaliser à tout marché que ces prises-là ont une valeur énorme. Et donc, ce qu'on observe là avec les taux de subvention qui ont diminué dans le temps, c'est bien l'intensité de la concurrence des opérateurs d'infrastructure qui s'est accrue, prenant conscience de l'importance de profiter de la création de ces réseaux, donc de prendre le train en marche. Une fois ces réseaux attribués et l'emballement du marché tel que je viens d'en parler dans les années 2007-2018, mais il faut les construire. Et ce qu'on observe quand on regarde le déploiement historique qui a eu lieu en France, c'est que les opérateurs d'infrastructure ont d'abord concentré leurs efforts de déploiement dans les zones les plus denses, la zone très dense en bleu et la zone moyennement dense en orange. On observe que au niveau national, on a aujourd'hui 72% des prises FTTH prévues qui sont déployées, mais on voit que dans ces zones denses, on est au-dessus de 80%, alors que dans la zone peu dense, la zone rurale, on est environ à 52%, à la moitié. Mais quand on voit année par année, si les zones denses ont représenté la majorité des déploiements jusqu'en 2020, on voit qu'en 2021 et aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase du marché où la capacité de déploiement en France est en train de basculer de la zone la plus dense vers la zone peu dense. Et là, on voit d'ailleurs dans cette prévision de déploiement faite par Infranum qu'on a bien en 2025 un objectif de 98% des prises déployées qui est en ligne avec les jalons définis par le plan France Très Haut Débit. Quand on regarde la même donnée, mais avec un angle légèrement différent, c'est-à-dire qu'on regarde les communes par niveau de déploiement, on observe qu'en 2017, alors qu'il y avait déjà des millions de prises déployées sur le graphique de droite, on observe qu'il y avait seulement 2% des communes qui étaient déployées à plus de 90%, donc les communes parmi les plus denses, les grandes métropoles. Et on voit tout le chemin parcouru, autant sur la carte de gauche que sur le graphique de droite, où on comprend qu'aujourd'hui, au premier trimestre 2022, les 35 000 communes de France sont réparties à parts égales en 3 tiers. Un premier tiers où on a des communes entièrement déployées, un deuxième tiers où les déploiements sont en cours, et un dernier tiers, les communes les plus rurales de France, où les déploiements sont encore à être lancés, mais ils sont bien prévus et contractualisés. Ces réseaux qui ont été attribués, qui sont aujourd'hui en cours de déploiement et de commercialisation,
Quand on compare la situation de la France avec ses voisins européens, on comprend que le plan France Très Débit est bien une réussite. Là, je vous ai ramené sur cette page-là trois indicateurs majeurs qui sont le nombre de prises FTTH ou FTTB, qui est une variante, déployées dans chacun des pays, le taux de couverture FTTH ou FTTB par rapport au total de prises déployées dans chacun des pays, et les débits descendants médians observés et atteints via des technologies fixes uniquement. Quand on regarde uniquement les 10 pays les plus peuplés d'Europe, de l'Union européenne, pardon, et le Royaume-Uni, on observe que la France, elle est bien sur le podium, en étant le pays qui compte le plus de prises déployées aujourd'hui. Le troisième pays en termes de taux de couverture, avec, alors là, on est en septembre 2021, donc c'est un petit peu moins, mais aux alentours de 70% de déploiement. Et surtout en termes de débit, on voit que le débit médian en France, il est de 110 mégabits par seconde. C'est particulièrement intéressant de comparer la France à deux économies comparables qui sont l'Allemagne et le Royaume-Uni. En particulier, le Royaume-Uni, on le voit plutôt en bas de classement dans avec ces trois indicateurs-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le Royaume-Uni avait initialement adopté une stratégie radicalement différente de celle du plan France Très Débit, où l'opérateur historique britannique Openreach avait fait le choix de commercialiser jusqu'au bout sans réseau cuivre, en tout cas de retarder l'échéance du basculement en fibre le plus tard possible. Et l'État britannique, de son côté, avait choisi de miser sur l'initiative privée pour le déploiement de sa fibre sur le territoire national. Et quel en a été le résultat? Finalement, Openreach a traîné des pieds et a retardé un maximum l'arrivée de la fibre, donc a limité ses investissements, laissant la place à des opérateurs alternatifs qui ont choisi de développer la fibre optique au Royaume-Uni, mais des opérateurs alternatifs qui n'ont pas encore atteint une taille critique, contrairement aux opérateurs français que je vous ai montrés. Et donc, on a environ 65 petits opérateurs au Royaume-Uni qui déploient la fibre, qui plus est de la fibre uniquement dans les zones les plus profitables, donc les plus denses, et donc en superposition. Ce qui fait qu'in fine, le gouvernement britannique a dû, en 2020 et 2021, via son régulateur, revoir complètement sa stratégie, constatant que seules les zones denses étaient déployées, en plus en superposition, et que les zones rurales étaient délaissées. Finalement, le gouvernement britannique a choisi d'adopter une stratégie très proche de celle du plan France Très Débit, a découpé son territoire en 3 zones. Et finalement, c'est peut-être le début du plan Royaume-Uni très haut débit, 10 ans de retard sur la France. Donc, d'où le fait que cette situation du Royaume-Uni, c'est une illustration, mais aujourd'hui, le plan France Très Débit est vu comme un modèle que la plupart des pays européens essaient d'imiter pour atteindre les mêmes résultats. Voilà pour un bilan en quelques pages du plan France Très Débit. Merci beaucoup, Gwenaël, pour cette présentation. C'était hyper intéressant. Je propose qu'on enchaîne avec la deuxième présentation directement de Marie-Amélie. Puis comme ça, Avec plaisir. On groupera un petit peu les commentaires. J'en ai déjà quelques-uns, mais je laisserai la parole à la salle aussi également. Marie-Amélie. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez bien les slides? Oui. Impec. Vous les voyez en grand format, il n'y a pas de souci? Aucun souci. Impec. Bon. Alors effectivement, tu l'as dit plus tôt, n'hésitez pas si vous avez des questions, je serais ravie de pouvoir y répondre. D'abord, merci de me donner l'occasion de venir vous parler un petit peu des RIP, un sujet qui me passionne, vous l'avez compris. Je suis tombée dedans il y a assez longtemps et j'ai surtout très envie de rester dedans. Donc, je vous propose peut-être de commencer un tout petit peu notre présentation, notre partage par la définition en fait, du RIP. Qu'est-ce que c'est? C'est une particularité française. Gwenaël vous l'a dit, on fait figure d'exception à plus d'un titre pour ce qui concerne le déploiement de la fibre, et les modalités de déploiement, et en particulier les RIP, font partie des grandes exceptions qui caractérisent la France et qui sont, en toute humilité, je pense, pas mal jalousées par beaucoup de nos voisins. Et en particulier le principe des RIP, qui est en fait aujourd'hui
une spécificité en fait qui permet à une collectivité locale de prendre la responsabilité de l'aménagement de son territoire sur le volet dynamique. Et c'est quelque chose d'innovant, mais surtout d'important à comprendre. C'est que le réseau, en fait, il appartient à la collectivité. C'est un partenariat avec une partie privée que je représente ici aujourd'hui, par exemple, mais c'est le réseau de la collectivité. On est là de façon temporaire, de façon transitoire, pour l'aider en fonction du choix que la collectivité fera, soit à construire, soit à concevoir, soit à exploiter, soit à commercialiser. Et à chaque fois que j'ai dit soit, on peut mettre et ou. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement variable. Et on pourra revenir un petit peu plus tard tout à l'heure sur les différents modes justement de portage juridique et sur les différents types de contrats qui ont pu être mis en place et pourquoi et comment les collectivités les ont choisis. En tout cas, comment est-ce qu'elles les vivent aussi aujourd'hui dans leur phase de vie en fait, de ces contrats. Au-delà de cette particularité et du fait que le réseau appartient à la collectivité, il y a un élément qui est pour moi extrêmement important, c'est que c'est un partenariat. Ce sont des contrats qui sont très longs, puisque Gwenaëlle l'a évoqué, il y a des délégations de services publics qui ont été affectées ou attribuées plutôt dans la grande période 2016-2019. C'est des contrats qui durent entre 20, 25 ans, 30 ans parfois. Donc, c'est vraiment des partenariats de long terme. Donc, c'est vraiment la notion de couple entre la collectivité et l'opérateur privé sont quand même vraiment des fondamentaux importants qui dynamisent et qui expliquent aussi beaucoup dans le succès d'un projet, dans le succès d'un déploiement, dans le succès d'une commercialisation. Et puis, Gwenaëlle vous l'a aussi dit, il y a un mécanisme de subventionnement en fait qui a permis donc aux opérateurs privés de se positionner sur justement le déploiement de ces zones et qui avait pour vocation effectivement d'accompagner l'opérateur privé dans l'atteinte d'une rentabilité légitime, mais pas non plus de trop élevée, ni trop basse, ni trop élevée, juste correctement positionnée, de façon à permettre en fait à cet opérateur privé de proposer une tarification qu'on a vu plus tôt, elle est encadrée, elle est régulée. Et donc, pour pouvoir la proposer dans des conditions en fait, qui permet ensuite aux opérateurs commerciaux de proposer leurs offres au client final, les offres retail, celles que qu'on achète tous au quotidien, de pouvoir les proposer dans des équations strictement équivalentes, qu'on habite au fin fond de la Lozère ou dans le 3e arrondissement de Paris. Et donc, l'idée, c'est d'avoir justement tout ce mécanisme incitatif qui permet en fait une adhésion massive à la fibre et une commercialisation la plus fluide possible. Et ça passe évidemment par une politique tarifaire qui est organisée sous le haut patronage du régulateur, donc de l'Arcep. Une fois qu'on a fait ce petit détour, je vous propose de vous parler un tout petit peu d'Orange Concession avant d'entrer un petit peu plus particulièrement dans le vif du sujet et dans des différentes formes en fait, de contrats. Orange Concession, en fait, c'est un véhicule spécifique qui a été dédié au portage des contrats de RIP. Vous l'avez vu tout à l'heure sur les slides, il y a plusieurs acteurs qui se sont positionnés pour gagner des appels d'offres pour répondre aux attentes des collectivités, parmi lesquelles Orange. Orange en son nom propre à l'époque. Et dans une logique en fait de valorisation et de renforcement en fait de l'ouverture des infrastructures, Orange dans son plan stratégique a annoncé en 2019 sa volonté en fait d'ouvrir le capital des RIP et donc de créer un véhicule spécifique, un véhicule dédié qui sera forcément un petit peu plus expert et qui va permettre en fait de favoriser une certaine transparence et une clarification des rôles. Vous l'avez vu à travers les différents slides, Orange est présent à plusieurs endroits dans l'univers numérique et en particulier celui de la fibre. Et là l'idée en fait de créer ce véhicule, c'est de bien identifier que Orange Concession est un acteur qui est spécialisé pour les RIP et donc qui porte les contrats qui ont été historiquement gagnés par Orange, qui porte les contrats de réseau d'initiative publique. Donc, ça permet en fait de bien faire la différence entre Orange en tant qu'opérateur d'infrastructure en zone RIP et Orange qui est opérateur d'infrastructure en zone privée pour ses propres réseaux par ailleurs, ou Orange qui est également fournisseur d'accès à Internet par ailleurs. Et donc, cette séparation, elle est importante, elle apporte une certaine visibilité qui a permis justement
conception, d'exprimer la valeur des réseaux, d'exprimer l'intérêt qu'on a aujourd'hui constaté pour les grands objets, les fameuses FiberCo dont on parle pas mal, et qu'Orange Concession en est une. Et donc, le process en fait, qui a conduit à l'ouverture du capital au terme d'un processus compétitif a conduit à retenir un consortium d'actionnaires qui est composé donc des trois sociétés que vous voyez sur le slide, à savoir CNP Assurance, la Banque des Territoires et EDF Invest, qui détiennent strictement 50% du capital d'Orange Concession, et les autres 50% sont restés chez Orange. Et donc, l'idée en fait de cet attelage, c'est un attelage qui a quand même une communauté de caractéristiques assez fortes. Il y a évidemment un ADN qui est relativement proche, avec un positionnement sur le long terme. On a vu, nos contrats sont des contrats qui se mesurent en décennies, donc la notion d'investissement dans le temps est importante. La notion de service public aussi, la notion de présence locale, d'ancrage dans le territoire, et puis aussi une certaine compatibilité d'ADN. Donc voilà, tous ces éléments ont conduit en fait à choisir le consortium tel qu'il est, tel que vous le voyez vous l'avez vu sur l'écran. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, aujourd'hui, Orange Concession, qu'est-ce que c'est comme objet, au-delà de ses actionnaires? En fait, aujourd'hui, c'est une entité qui porte 24 réseaux d'initiative publique, pour un total à la cible de 4 500 000 prises. Alors, le comptage des prises en zone RIP, c'est un poème, c'est une histoire sans fin, et je pense que ça mériterait une épreuve de philosophie pas loin de 4 heures. On n'est jamais tout à fait d'accord sur le comptage. En tout cas, les 4,5 millions de prises qu'on contractualise et qu'on affiche ici, c'est l'engagement initial, c'est-à-dire l'engagement de couverture du premier établissement de réseau. Et il n'empêche qu'ensuite, sur les territoires que l'on déploie, on a un phénomène qu'on appelle la densification, et qu'en fait, qui traduit la croissance des logements qui est nécessaire pour accueillir un dynamisme démographique. Et donc, en fait, la responsabilité de l'opérateur d'infrastructure ne s'arrête pas au seul déploiement des prises qui existent au moment où il est désigné, au moment où il est choisi, mais bien d'assurer une complétude du déploiement, si c'est le choix que la collectivité a fait, évidemment, dans le cadre de son appel d'offres. Enfin, c'est souvent le cas quand même. Donc, on le voit, 24 réseaux pour 4 500 000 prises. Aujourd'hui, on est à un avancement de déploiement qui est relativement avancé, puisqu'on vient de passer le cap des 2 millions de prises. Et on est grosso modo sur une tendance effectivement d'accélération du déploiement, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, en fait, les ressources sont en train de basculer en fait doucement de la zone privée vers la zone publique. Donc effectivement, l'accélération et le déploiement peuvent entrer dans une phase beaucoup plus industrielle. Vous le voyez, on est présent sur 33 départements, en métropole, mais aussi en France ultramarine. On est aujourd'hui l'exploitant de 3 réseaux ultramarins, parmi lesquels La Réunion, le Kourou et la Guyane. La Guyane, c'est le petit dernier. À la cible, on couvrira 6 500 communes. Aujourd'hui, on est déjà présent et on a avancé le déploiement sur un petit peu plus de 4 500 d'entre elles. Et on accueille aujourd'hui déjà 85 opérateurs commerciaux. Alors, c'est les fameux FAI. Donc, évidemment, tout le monde connaît les grands, les nationaux, que ce soit SFR, Free, Bouygues ou Orange. Mais il y en a tout un tas d'autres qui sont parfois dits alternatifs, et qui, en fait, adressent parfois des marchés un petit peu spécifiques, locaux, plutôt orientés professionnels, plutôt orientés entreprises, ou au contraire, qui sont des généralistes, mais plutôt locaux. Ce qu'on voit aussi sur ce slide, c'est qu'on a des tailles de réseau et des formes de réseau qui sont très différentes. Les tailles de réseau, on le voit, alors vous ne le voyez pas forcément en direct, mais le plus petit, c'est Kourou. Sur la ville de Kourou, aujourd'hui, on a un potentiel de 10 000 prises à raccorder, enfin à rendre raccordable. Et notre plus gros, c'est la Bretagne, où il y a un potentiel de 1 255 000 prises. Donc vous voyez qu'on fait le grand écart en termes de taille, mais on fait aussi le grand écart en termes de format juridique. Et vous le voyez, donc le jeu de couleurs en fait vous exprime et vous traduit les différents formats juridiques avec
on va dire, allez, 2 très grandes familles, les délégations de services publics d'un côté, qui sont soit concessives, soit d'affermage, soit affermo-concessives, et on reviendra dessus un petit peu plus tard, soit les jaunes, en fait, qui sont des PPP, des CREM ou des MPGP, et qui ont une particularité, c'est que le, le- le partenaire privé qui remporte le RIP n'est pas opérateur d'infrastructure et donc ne perçoit pas les recettes de commercialisation. Donc, on verra en fait que cette variété de portefeuilles, cette diversité en fait des formats juridiques, elle conduit à des partages de responsabilités qui sont très différents d'un territoire à l'autre et qui traduisent en fait la volonté des collectivités d'organiser plus ou moins spécifiquement, d'organiser différemment l'aménagement de leur territoire et leur politique numérique. N'hésitez pas à me. Enfin, voilà, je ne vois pas passer les questions si jamais il y en a dans le chat, mais je pense que ce sera pour plus tard. Je ne vais pas passer trop de temps sur ces éléments-là, mais globalement, gardez en tête que quand on est opérateur de RIP, on est au cœur d'un écosystème qui est relativement complexe, qui est très semblable d'un opérateur de RIP à un autre, avec quelques particularités évidemment pour chacun d'entre eux. Mais globalement, les grands piliers pour un opérateur de RIP, évidemment, c'est les collectivités locales qui sont le partenaire de rang zéro. Hein, c'est vraiment le premier lien dans un réseau d'initiatives publiques. Les clients opérateurs, donc les fameux opérateurs commerciaux qui achètent des capacités sur nos réseaux, puisque quand on est opérateur de RIP, en fait, on est wholesaler. Hein. On commercialise en gros pour les opérateurs commerciaux qui eux-mêmes ensuite adressent le marché de détail. Donc, c'est auprès d'eux qu'on récupère les recettes quand on est opérateur d'infrastructure. Et puis ensuite, se pose la question du soutien technique et du soutien financier. Et cette équation-là, elle est propre à chaque opérateur de RIP qui peut avoir fait des choix sensiblement différents. En tout cas, chez Orange Concession, le partenaire industriel qui est le nôtre, vous vous en doutez, c'est Orange. Donc, Orange nous accompagne dans la conception, la construction et l'exploitation technique de nos réseaux. Et l'autre particularité qui peut être propre à chaque opérateur de RIP, c'est les modalités de financement pour la partie résiduelle qui n'est pas celle subventionnée par les collectivités. Et donc là, ça peut être des choix de financement en fonds propres, des choix de financement au travers d'établissements bancaires. Donc voilà, donc ça c'est propre à chacun des opérateurs. Orange Concession a fait le choix en fait de recourir à de l'endettement financier et à du financement en fonds propres par ses actionnaires. En quelques grands chiffres, aujourd'hui, Orange Concession, c'est une centaine de femmes et d'hommes. Alors, on est majoritairement sur nos territoires. Vous avez vu qu'on est présent sur pas mal de zones en France. Plus de 60% de notre effectif, en fait, est aujourd'hui localisé sur nos territoires. Et nos métriques du quotidien, c'est globalement 3000 prises qu'on rend raccordables chaque jour. 1500 nouveaux clients raccordés, donc 1500 souscriptions d'abonnements sur nos territoires. Vous vous souvenez donc que c'est les opérateurs commerciaux hein, qui commercialisent, mais c'est sur nos territoires quand même. C'est en moyenne 5000 experts et techniciens qui sont mobilisés pour déployer, pour exploiter, pour raccorder, pour réparer, pour maintenir le réseau. Et au global, c'est déjà plus d'1,5 million heures d'insertion sociale qu'on a réalisé. C'est un enjeu important pour Orange Concession. C'est un marqueur fort de notre relation avec les collectivités locales. Et donc, c'est vraiment un élément structurant dans la vie d'un réseau d'initiatives publiques que justement de porter cet engagement sociétal fort. Alors ici, c'est comme ça, vous avez les petits noms de chacun de nos RIP en fonction de leur positionnement géographique. Et donc, vous voyez qu'on a vraiment des villes, on a des communautés de communes, on a des départements, on a des RIP qui sont pluridépartementaux et on a des RIP qui sont à l'échelle carrément de la région. C'est une évolution ou en tout cas des choix qui sont importants pour les collectivités puisque le subventionnement que les collectivités ont pu percevoir notamment les fonds nationaux, ont été coefficientés ou majorés en fonction du nombre de départements qui étaient constitutifs du projet. Et donc, effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles il y a plusieurs projets d'envergure pluridépartementale. L'intérêt, en fait, pour
pour le plan, hein, au sens très national et pour le déploiement de la fibre en France, c'est qu'un réseau de grande taille, il est plus facile à commercialiser et il est plus attractif pour un opérateur commercial. C'est aussi la possibilité d'avoir un coût de déploiement qui est plus homogène et qui est plus moyen. Et donc, nécessairement, ça conduit à une économie qui est un petit peu plus flat, qui est un petit peu moins dissonante et qui favorise en fait un maintien des conditions économiques proposées aux opérateurs commerciaux nécessaires en fait pour pouvoir leur permettre, eux, à leur tour, de construire leurs tarifs avec une politique nationale. Voilà, donc je vous propose qu'on entre un petit peu plus précisément dans le détail en fait des différents types de contrats. Donc vous l'avez vu, on a plusieurs familles, hein. Je vous propose peut-être qu'on commence par la plus facile. C'est la DSP concessive, c'est la plus simple, elle est extrêmement naturelle en fait, elle est assez évidente parce que finalement, c'est les bleus, hein. L'opérateur d'infrastructure, il fait à peu près tout. Sauf, évidemment, la propriété à la fin du réseau reste bien à la collectivité. Et donc, quand je dis que l'opérateur privé fait tout, c'est évidemment dans le cadre d'une convention qui est conclue avec la collectivité qui choisit en fait son opérateur au terme d'un appel d'offres et qui lui confie un certain nombre de missions. Ces missions, c'est la conception de son réseau, pardonnez-moi, la construction du réseau, le financement du réseau, l'exploitation, que ce soit l'exploitation technique, mais aussi l'exploitation commerciale, et la maintenance de l'infrastructure. Et globalement, les flux que subit l'opérateur, que connaît l'opérateur privé dans le cadre d'une délégation de service public de type concessif, ils sont assez simples et assez faciles à imaginer. C'est globalement des CAPEX pour la construction du réseau, des OPEX pour son exploitation et du chiffre d'affaires pour la commercialisation réalisée auprès des opérateurs commerciaux. À la fin des fins, le réseau en tant que tel, il appartient à la collectivité. Donc, à la fin du contrat, l'opérateur d'infrastructure, le RIP, rend les actifs à la collectivité. Il doit les rendre dans un état, évidemment, d'exploitation normale du réseau. Et l'intérêt, en fait, de la délégation de services publics concessive, c'est que finalement, les rôles et missions du partenaire privé et du partenaire public sont relativement faciles à identifier. Globalement, le partenaire privé, il est responsable de tout. Il est engagé, responsable du déploiement, de la qualité des réseaux, de la tenue des engagements en termes de déploiement. Et il est également, il supporte le risque de commercialisation. C'est-à-dire que si le réseau n'est pas suffisamment commercialisé et que ses recettes ne lui permettent pas d'équilibrer son équation, c'est son risque à lui. La collectivité, elle, est propriétaire à la fin du réseau, délègue l'exploitation pendant la période de la concession et subventionne la construction au démarrage du projet. Donc, elle apporte en fait un financement au démarrage et c'est ce financement, on l'a vu tout à l'heure, qui doit permettre en fait aux partenaires privés d'avoir une équation globale qui lui permet de maintenir un niveau tarifaire proposé aux opérateurs commerciaux dans le cadre, enfin qui rentre dans les lignes directrices qui sont publiées par le régulateur et qui permettent ensuite aux opérateurs commerciaux d'avoir une politique nationale. La deuxième grande famille de délégations de services publics, c'est la délégation de services publics d'affermage. Alors, c'est un métier génial quand on travaille dans les RIP parce qu'on peut être fermier tout en faisant du numérique. Et donc, la délégation de services publics d'affermage est un petit peu différente de celle de la concessive parce que la conception et la construction du réseau en tant que tel, du réseau physique, est conservée par la collectivité publique, qui donc le fait soit en direct, soit procède à un appel d'offres par ailleurs pour un marché de travaux ou un marché de conception. Et en fait, le partenaire privé récupère, dans le cadre d'une DSP d'affermage, récupère le réseau qui a été construit et conçu donc par un autre. Et le partenaire privé commercialise et exploite tant techniquement que commercialement ce réseau. Donc, comment ça se passe d'un pur point de vue économique? La collectivité finance le déploiement
directement et en entier et remet en affermage, donc remet d'une certaine façon en location son réseau au partenaire privé qu'elle a choisi. Et en échange en fait de cette mise à disposition de réseau, le partenaire privé verse un loyer qui s'appelle dans cet univers des redevances d'affermage. Et ces redevances d'affermage, elles sont de plusieurs formes, de plusieurs natures. Elles sont fixes, variables, elles peuvent être versées en une seule fois, versées de façon récurrente, fonction du niveau de chiffre d'affaires, fonction du niveau d'une partie du chiffre d'affaires. Tout ça, c'est le jeu en fait de la collectivité au moment où elle a choisi ou au moment où elle a designé son appel d'offres. Et ensuite, le jeu de la compétition et de la négociation pendant la période d'appel d'offres. Donc là, en termes de flux, on le voit, hein, c'est relativement simple pour l'opérateur de RIP, donc le partenaire privé. Il a des loyers, entre guillemets, pour avoir le droit d'exploiter le réseau et il perçoit des recettes de commercialisation auprès des opérateurs commerciaux. Donc là, l'opérateur privé ne prend pas le risque attaché au déploiement, attaché au succès industriel de la construction du réseau. En revanche, le partenaire privé conserve le risque de commercialisation. La troisième grande famille, donc c'est les jaunes. Alors il y a beaucoup de lettres dans cela. PPP, partenariat public-privé, je pense que tout le monde le maîtrise. Crème, c'est conception, réalisation, exploitation, maintenance. Donc en plus d'être fermier, on a la chance d'être crémier quand on travaille sur les RIP. Et le troisième bloc, MPGP, sont les marchés publics globaux de performance, qui sont une famille un petit peu atypique puisque dans cette famille-là, l'opérateur privé n'est pas opérateur d'infrastructure. Ce qui veut dire que la collectivité garde cette relation, donc garde ce rôle, cette fonction, donc ce risque aussi, qui est celui de la commercialisation. C'est la collectivité qui est en relation contractuelle avec les opérateurs commerciaux, donc les FAI qu'on a vus tout à l'heure, et c'est elle qui perçoit les recettes de commercialisation, donc le chiffre d'affaires de commercialisation. Donc ça pose la question de l'économie pour le partenaire privé. Comment est-ce qu'il gagne sa vie? Alors là, on va faire deux paquets différents. PPP d'un côté et crème MPGP de l'autre. Alors, le MPGP, finalement, ce n'est que le successeur du crème. Donc, c'est à peu près la même chose. Il y a quelques petites subtilités, mais très, très marginales. Et donc là, l'idée, c'est que le partenaire privé peut, au choix de la collectivité, concevoir, construire, exploiter, maintenir l'infrastructure de la collectivité et est rémunéré à la tâche, d'une certaine façon, pour les missions qu'il remplit. Donc là, il n'est pas rémunéré par la commercialisation auprès des opérateurs commerciaux, mais il est rémunéré directement par la collectivité qui lui demande de concevoir, de construire, d'exploiter, d'entretenir son réseau. Et donc, l'avantage de ce format-là, c'est que c'est un format qui est très prédictible en termes économiques, puisque le partenaire privé ne prend finalement pas de risque, si ce n'est celui de faire correctement les engagements qu'il a pris, de tenir en fait les délais, d'assurer la qualité nécessaire. Mais il ne prend absolument pas de risque de commercialisation. Le PPP, c'est à peu près les mêmes caractéristiques avec une particularité, c'est que dans le cadre du PPP, alors il y a un seul PPP FTTH en France et il est chez nous, c'est l'Auvergne. Donc, dans le cadre de ce PPP, en fait, la particularité, c'est qu'en complément, au-delà de concevoir, construire, exploiter, maintenir le réseau, il est également financé au travers du PPP et les mécanismes en fait, de rémunération du partenaire privé sont conclus contractuellement en anticipation avec la collectivité en fait dès le début. Et donc, à nouveau, on retrouve le même avantage, à savoir une très grande prédictibilité et une très grande visibilité en fait sur les flux. Voilà, c'était les grands principes des différents contrats. Et voilà, je vous propose de rendre la parole à Jean. Ok, super. Merci beaucoup, Marie-Amélie. Alors, il y a eu quelques réactions dans le chat pendant la Ah discussion, donc je vais peut-être les évoquer. Alors, il y en avait eu une première de Valentin Robineau qui voulait des précisions sur la différence entre affermage, affermo concessif et concession, mais j'imagine que du coup,
il a trouvé réponse à sa question lors du dernier slide de la présentation. En revanche, du coup, ça a ouvert la voie à d'autres C'est bien, c'est bien, questions c'est bien. sur les contrats. Il y en a une forme dont je n'ai pas parlé peut-être, c'est la DSP affermo-concessive, qui est finalement une synthèse, un espèce de best-of de la DSP concessive d'un côté, de la DSP d'affermage de l'autre, et qui est globalement un peu des deux, avec une zone qui est réalisée dans un format concessif et une zone qui est réalisée dans un format d'affermage. Ok. Alors du coup, Valentin avait une autre question un petit peu justement à la suite de celle-ci. La question qui a été posée, du coup, Valentin, je me fais votre porte-voix. Et la question, c'est: votre partenaire Orange est-il forcément l'entreprise qui réalise les travaux sur votre réseau, ou bien passez-vous par d'autres entreprises dans certains cas? Alors, Et nous, je vais grouper ouais, ça, je vais juste grouper ça du coup avec les questions de Stéphane aussi et de Karine qui ont réagi aussi sur ces questions de montage contractuel, puisque effectivement on peut voir qu'il y a une diversité de ouais. montages contractuels, et donc on profite du fait de votre position de praticienne pour vous demander si pour vous, du point de vue donc d'Orange, il y a un montage qui serait meilleur qu'un autre selon vous, donc la concession, le CREM ou autre. Et lorsque des contrats sont mis en place, est-ce que pour ce qui est de la performance de série, puisqu'il y a des mesures contractuelles claires et précises qui ont été mises en place dans les contrats. Donc, est-ce qu'il y a des mécanismes incitatifs particuliers dans ces contrats, donc par exemple des pénalités ou au contraire des bonus lorsque la performance est satisfaisante? Et peut-être aussi d'une certaine mesure par rapport au-delà de la question d'une préférence éventuelle de l'opérateur pour un montage plutôt qu'un autre, qu'est-ce qui, selon vous, et là c'est une question de Lauratias qui vient juste d'être posée, qu'est-ce qui explique justement l'appétence différente des collectivités pour des montages qui sont différents? Qu'est-ce qui explique en fait le choix des collectivités publiques entre un montage plutôt qu'un autre? Puisque vous, on voit bien, vous êtes du côté opérateur et vous faites face à plein de montages différents. Donc, on peut Ouais. penser que l'impulsion vient de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qui explique, selon vous, le fait qu'on ait des montages différents? Je vais essayer d'y répondre dans l'ordre. Challenge. Donc, je compte sur vous pour me remettre au niveau si j'en oublie une ou si je les traite pas bien. La première, c'était le rôle d'Orange en tant que partenaire industriel. Effectivement, dans le cadre du montage, Orange est notre partenaire exclusif, hein, ce qui veut dire qu'on ne peut pas recourir directement à d'autres entreprises qu'Orange pour construire ou exploiter le réseau. En revanche, Orange, elle, est accompagnée de partenaires de rang 2, d'entreprises de travaux et de réalisation, et d'entreprises plus spécialisées sur l'exploitation qui adressent nos réseaux aussi. Mais on a bien une exclusivité avec Orange. Ensuite, j'ai noté, est-ce qu'il y a eu des évolutions des formats juridiques ou dans les choix des collectivités? Je pense que ça va aussi avec la question sur l'appétence des collectivités pour les différents formats. Gwenaëlle, tu étais plus aussi côté collectivité, donc n'hésite pas à intervenir et à me compléter, hein, sur cette brique-là. Globalement, ce qu'on voit, c'est qu'à l'origine, euh, euh, les RIB FTTH ont plutôt été assez rapidement orientés sur des formats de type DSP. Ce qui n'était pas forcément le cas des RIB de première génération, donc qui adressaient des marchés plutôt entreprises sur lesquels il y avait eu plus de PPP. Et donc aujourd'hui, on voit quand même que la grande majorité des réseaux est plutôt orientée délégation de services publics. L'avantage en fait pour une collectivité de la délégation de services publics, c'est que finalement, il y a une responsabilité qui est plus grande de l'opérateur, de son opérateur privé. Pardon. Et que la collectivité, bien que restant propriétaire, contrôlante et extrêmement impliquée dans la gestion de son réseau, est moins à la manœuvre et donc a moins besoin en fait de disposer de compétences particulières, de compétences spécifiques, en particulier sur le volet commercialisation. Hein, puisque quand la collectivité est opérateur d'infrastructure, elle est en lien avec les opérateurs commerciaux. Alors évidemment, on l'assiste, hein, on l'aide, on travaille avec elle les contrats commerciaux, on lui met en place des systèmes d'information, en tout cas on lui propose d'utiliser les nôtres pour justement permettre cette commercialisation, la facturation, etc. Mais ça nécessite quand même des compétences en propre dans les collectivités qui sont particulières et qui ne sont pas forcément toujours à disposition. Donc voilà, donc ça explique peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il y a une préférence pour le format délégation de service. Alors, à l'intérieur de la délégation de service public,
La plus délicate, la plus subtile, c'est la DSP d'affermage, puisqu'elle elle suppose en fait une collaboration entre plusieurs acteurs qui n'est pas forcément toujours la plus naturelle au démarrage. Dans une délégation de service public de type affermage, on a souvent un temps d'adaptation pour apprendre à tous travailler ensemble, hein, puisque souvent, il y a quelqu'un qui conçoit le réseau, quelqu'un qui le déploie. La collectivité, évidemment, qui est un point central, une entité cruciale, majeure du réseau. Et ensuite, quelqu'un qui exploite le réseau, donc qui le reprend. Et donc, en fait, on voit que globalement, le réseau, il passe un petit peu de main en main et que forcément, à chaque fois, ça crée peut-être une étape de contrôle, une étape de vérification. Des attentes particulières qui peuvent peut-être parfois nécessiter quelques ajustements, un petit peu de fine-tuning dans les relations, dans la façon de se comporter, dans ce genre de choses. Donc, voilà. Et si je devais choisir mon préféré, la Rolls de la notion de partenariat, hein, c'est évidemment le PPP qui est le plus lisible en termes de répartition des rôles, de répartition des risques, de répartition des missions, qui est extrêmement prédictible, donc qui est extrêmement aussi rassurant pour un opérateur privé. Mais bon, évidemment, une Rolls, ce n'est pas toujours accessible. En revanche, la DSP concessive est effectivement le bon équilibre entre le risque industriel et le risque commercial, et donc l'investissement et l'espérance de gain. Voilà, c'est peut-être le bon équilibre. Gonel, peut-être tu veux rajouter quelque chose sur les déterminants du choix du mode de gestion par les collectivités? Je partage tout ce qu'a dit Marie-Émilie sur ce sujet. Je rajouterais effectivement peut-être que sur la période récente, ce sont clairement les montages de type concessif qui se sont imposés. Effectivement, d'abord parce qu'ils demandent un investissement moindre de la part de la collectivité en compétences, en énergie, en poids politique. Mais c'est aussi un contrat qui garantit à la collectivité d'abord que les travaux seront bien menés tels qu'ils ont été contractualisés au départ. Et pour répondre à la question sur les pénalités, oui, et pénalités et bonus. Ah oui, j'avais oublié celle-là, merci. Effectivement, ces contrats de concession prévoient bien des pénalités et des bonus, des pénalités notamment en cas de mauvaises pratiques en termes de travaux, en termes de retard, des pénalités qui peuvent être parfois assez fortes. Également en termes de qualité de service, une fois que le réseau est connecté et construit, il faut qu'il soit exploité et correctement exploité. Donc, il y a aussi des pénalités qui concernent ces éléments-là. Et côté bonus, il y a des mécanismes dans les contrats de DSP qui permettent à la collectivité de bénéficier aussi des fruits du réseau. Je pense notamment au mécanisme de retour à meilleure fortune, parce que, et ça rejoint une autre question que j'ai vu passer sur qu'est-ce qui fait qu'un réseau est performant ou pas, et est-ce qu'il y a des performances commerciales qui sont contractualisées. Effectivement, quand un contrat de DSP est attribué, dans ses annexes, il y a toujours un business plan qui est joint, qui est un business plan contractuel, où l'opérateur fait sa prédiction et prend la responsabilité d'une trajectoire financière. La collectivité, au moment de l'attribution de son réseau, veille à ce que ce business plan ait été construit de bonne foi. Donc, parce qu'il sert, on prend appui sur ce business plan pour calculer notamment les montants de subventions à verser. Et l'idée est que l'opérateur ne booste pas outre mesure son business plan pour obtenir le marché et pour au final avoir besoin de financement et donc demander des subventions, ce qui serait une situation compliquée. En revanche, si la trajectoire financière décrite dans le business plan est dépassée, voire largement dépassée, ce qui peut se voir sur un certain nombre de réseaux, alors il y a un mécanisme de retour à meilleure fortune qui fait que tous les fruits qui n'étaient pas prévus dans le contrat, tous les revenus supérieurs par rapport au business plan initial sont répartis d'une manière ou d'une autre entre l'opérateur et la collectivité. Ce qui fait que le montage concessif, à nouveau, si je résume les points,
non seulement il demande un investissement minimum de la collectivité, mais en plus, il lui apporte à la fois la sécurité concernant les risques de construction, de commercialisation, parce qu'il a l'arme des pénalités en main. Et en même temps, la collectivité ne fait pas, ne fait pas l'impasse sur d'éventuels revenus inespérés et qui arrivent. Voilà. Super. Alors, on a eu deux autres questions. Alors, parce que du coup, Gwenaël, tu as répondu du coup à une autre question qui avait été posée également par Valentin Robineau du coup sur les performances de commercialisation. Donc, on peut peut-être regarder les deux dernières questions. Donc, il y a une question de Laurent Florin. Je ne sais pas si tout le monde peut la voir dans le chat. Donc, il demande si vous pouvez nous indiquer quels sont les concurrents d'Orange Concession sur les appels d'offres en DSP. Et notamment, est-ce que d'autres véhicules créés s'il y a eu d'autres véhicules créés avec des investisseurs par rapport au fonds. Et est-ce qu'il y a chez Orange une exclusivité avec la CDC du fait de la présence de la BDT au capital, donc la Banque des Territoires? Est-ce qu'il y a eu des montages en CEMOP? Donc, c'est plutôt une question pour Marie-Amélie. Et ensuite, il y avait une question, je pense, qui est pour Gwenaël, puisque effectivement, il avait été indiqué dans ta présentation, donc c'est une question de Karine, hein, que les autres pays nous envient ce déploiement du THT. Et donc, la question de Karine, c'est qu'est-ce qui fait que la France a choisi ce type de plan et que d'autres pays ne l'ont pas fait? Et du coup, moi, j'avais une petite question aussi sur ce sujet, Gwenaël, parce qu'en regardant ton podium, j'avais l'impression qu'il y avait aussi l'Espagne, finalement, qui était presque même mieux que nous dans les positions sur le podium. Et si j'ai bien reconnu les drapeaux, la Roumanie. Donc, du coup, je me demandais quelles étaient les particularités aussi de ces deux pays. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a je ne sais pas du tout comment fonctionne la Roumanie, mais pour l'Espagne, il y a un fonctionnement un peu par province. Donc, est-ce que c'est aussi ici des caractéristiques territoriales qui font que ça fonctionne bien, ou est-ce que c'est plutôt une question d'impulsion politique au niveau national? Donc, un peu pour faire la part des choses entre ce qui relève un peu de la stratégie top-down et ce qui est plutôt bottom-up dans la réussite du plan, quoi. Donc, je vous laisse peut-être répondre à ces deux questions et qui nous amèneront tout en douceur vers la fin du webinaire. Ça marche. Je commence, Gwenaël, ça te va? Oui, vas-y. Super, merci. Alors, les concurrents d'Orange Concession, alors il y en a un certain nombre et il commence à y avoir quelques mouvements de consolidation, de concentration dans le marché. Il y a eu quelques opérations récemment qui changent un petit peu la donne, mais globalement, les grands acteurs historiques, c'est Orange, SFR. Alors aujourd'hui, SFR a un petit peu changé de forme, on y reviendra juste après. Ça, c'est pour les opérateurs intégrés. Gwenaël vous l'a dit tout à l'heure, hein, c'est les deux grands opérateurs intégrés qui ont été très actifs dans le marché des RIP. Et ensuite, il y a des pure players ou des acteurs un petit peu moins intégrés, et parmi lesquels, en fait, Altitude, Axione, Covage et TDF. Grosso modo, c'est les principaux acteurs des RIP. Le mouvement récent qui a été observé, en fait, c'est la reprise de Covage par XP Fibre, et cette reprise, en fait, a donné lieu à une répartition, en fait, des réseaux des réseaux donc de Covage entre XP Fibre d'un côté et Altitude d'un autre côté. Donc, en fait, aujourd'hui, la marque Covage existe encore. En revanche, l'exploitation à proprement parler des réseaux a été répartie entre XP Fibre, donc XP Fibre qui est devenu qui était SFR, puis SFR Collectivité, donc maintenant c'est XP Fibre, et Altitude. La question sur les montages CEMOP, alors il y en a un effectivement aujourd'hui dans l'univers du FTTH qui est une particularité qui est dans le Gers en fait. C'est Orange qui l'exploite, qui est le partenaire privé. Ce n'est pas dans Orange Concession puisque contrairement à la notion de RIP qu'on a vu tout à l'heure, la propriété ultime du réseau à la fin revient en fait au partenaire privé. Et donc c'est la ligne de séparation entre Orange Concession et Orange SA, c'est la propriété finale du réseau. Les réseaux qui sont exploités dans le cadre d'Orange Concession appartiennent bien à la collectivité à la fin. Et pour ce qui concerne l'exclusivité potentielle Caisse des dépôts, Banque des territoires, alors en fait, peut-être un des points importants à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, il reste plus que Mayotte, dont l'appel d'offres est en cours en termes de territoire à allouer. Donc finalement, l'enjeu de la présence de la Caisse des dépôts ou au travers de la Banque des territoires ou en direct dans le montage en fait pour emporter un appel d'offres, cette question ne se pose plus puisqu'il n'y a plus de, il y a plus de cas spécifiques possibles à part Mayotte évidemment. Voilà. Et peut-être sur les questions qui ont suivi.
Alors, si je le mets, si je Espagne les et remets. Roumanie, oui. Alors effectivement, l'Espagne et la Roumanie sont les deux grandes autres économies européennes championnes de la fibre, et pour des raisons différentes, toutes les deux. L'Espagne, il y a un double sujet qui est à la fois des opérateurs qui sont partis très tôt sur la stratégie fibre, mais ce qui s'explique par une typologie du territoire. En fait, la fibre n'est pas très coûteuse. Enfin, le déploiement de la fibre n'est pas coûteux en Espagne, ce qui a créé une opportunité économique et qui a donc engendré un emballement du marché plus tôt que celui que j'ai décrit en France, qui s'est déroulé vers 2017-2018. Avant 2017-2018, et ce qui me permet de reboucler aussi sur la question de pourquoi en France on a fait comme ça. En fait, aujourd'hui, on voit que le plan France Très Haut Débit a très bien fonctionné et on peut faire une rétrospective, mais il faut se remettre dans l'idée qu'à l'époque, ce n'était pas acquis. Je parle de ce tournant des années 2017-2018 qui a connu un emballement du marché. Si je me souviens bien, début 2017, il y avait un rapport de la Cour des comptes qui sortait disant que c'était une folie de déployer la fibre optique en France, que pour tout le monde, que ça ne servirait à rien, qu'on n'en avait pas besoin, enfin, des choses qui aujourd'hui seraient inaudibles. Donc, il y a eu un effet de tâtonnement. C'est aussi ce que je voulais évoquer à propos des jalons du plan France Très Haut Débit qui ont petit à petit été rehaussés. Initialement, les collectivités locales, quand elles se sont emparées du sujet, ne visaient pas toutes, loin s'en faut, le 100% FTTH. Et en fait, le public a d'abord construit un cadre qui permettait d'adresser l'ensemble des territoires français, peu importe leur typologie, puis le marché a réagi à ce cadre, s'y a investi de plus en plus, a pris conscience de la valeur qu'il y avait dans ces nouveaux marchés émergents. Du coup, en réponse, le public a augmenté ses ambitions et en fait, on a avancé sur deux jambes jusqu'à une situation aujourd'hui où on peut dire que le plan France Très Haut Débit a fonctionné. Et donc, j'ai commenté le cas espagnol, je n'ai pas commenté le cas roumain, qui est effectivement un des pays, non seulement en Europe, mais dans le monde, qui a parmi les meilleurs débits. Et l'explication, elle est très particulière, elle est historique. On évoque souvent les infrastructures qui ont été déployées du temps de Ceausescu, où on avait déjà du câble à l'époque, et donc des infrastructures de type fourreau qui ont été déployées dans tout le territoire. Donc, l'histoire a fait que la Roumanie était déjà dotée d'infrastructures dans lesquelles il a fallu investir, mais il n'y avait pas à déployer à partir de zéro des réseaux fibres comme dans le reste de l'Europe. Donc finalement, c'est le produit de l'État pour le coup en Roumanie. Ok. C'est Henri, du coup, effectivement, qui a précisé un petit peu, effectivement, l'idée qu'il vient de développer ici. Alors, j'avais dit que ça nous amènerait gentiment sur la fin du webinaire, mais il nous reste un tout petit peu de temps et j'ai vu qu'on avait eu une dernière question de Mohamed Benhamed, donc il nous dit comment le PPP peut aider les collectivités territoriales, notamment les régions, à garantir l'inclusion numérique équitable sans effort financier public, moyennant par exemple un modèle économique basé sur les services digitaux dont l'opérateur privé aurait une certaine exclusivité pendant une durée déterminée. Je ne sais pas si l'un de nos deux intervenants se sent de répondre à cette question particulière, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs dans l'Assemblée. Alors, sans que ce soit forcément une réponse complète, je ne suis pas certaine que le PPP soit le meilleur moyen pour répondre en fait à une absence de moyens financiers publics. Le PPP en fait suppose quand même très clairement dans le montage tel qu'il est aujourd'hui connu, que la collectivité publique est largement à la manœuvre en ce qui concerne le financement de l'objet. En revanche, ce que Gwenaëlle vous expliquait plus tôt, la délégation de services publics, notamment quand elle est concessive, si elle est concédée sur une durée relativement longue, dans des conditions d'exclusivité, peut permettre en fait de réduire le recours à un financement public. Mais voilà, c'est pas l'absence totale de financement public sur des zones qui sont pas forcément naturellement rentables reste quand même quelque chose de difficile à atteindre. Et je laisse évidemment tout le monde compléter autant que nécessaire là. Peut-être un élément, alors je ne connais pas la situation particulière du Maroc qui est évoquée dans la question, mais pour à nouveau reboucler les questions sur pourquoi ça a fonctionné en France, je pense qu'une des raisons, c'est que très tôt, dans l'idée du régulateur et des pouvoirs publics en France, il y avait l'idée de la péréquation. Oui. Peut-être cette idée très française de l'égalité qui a fait qu'immédiatement, on a pensé à, si on déploie la fibre, il ne faudrait pas laisser
des territoires entiers de côté sous prétexte que c'est plus cher. Et donc finalement, le régulateur, il y a une notion très importante pour le régulateur qui est la complétude des déploiements, qui veut que quand on attaque une zone, quand on va déployer la fibre sur une zone donnée, on s'engage à déployer l'ensemble de la zone. Et on ne laissera pas sur le bas-côté une partie de cette zone-là au prétexte qu'elle est trop chère. Et ça a été dès le départ dans le plan France à débit une idée assez forte qui explique qu'on a pu déployer des prises très chères en France, et il en reste, mais parce qu'à côté, on avait des prises moins chères qui font que par effet de péréquation, finalement, on a pu se permettre de construire l'ensemble. Et ça explique également le cas britannique, le cas allemand, d'autres économies en Europe qui n'ont pas fait ce choix du tout de la péréquation, ou le cas grec, enfin, il y en a un certain nombre assez marquants, où au contraire, on a laissé l'initiative aux entreprises privées, aux opérateurs de déployer où ils le voulaient, comme ils le voulaient, en imaginant qu'ils allaient finir par déployer tout le territoire. Et le cas britannique, que j'ai un peu détaillé tout à l'heure, il est particulièrement révélateur de ça, c'est que finalement, non. Quand on a laissé les opérateurs faire seuls, ils ont décidé de déployer les zones les plus profitables, sauf qu'ils l'ont fait tous ensemble, et donc finalement, ils se sont superposés, ce qui a fait une inefficacité de l'investissement privé, où tout le monde investissait des sommes importantes au même endroit, laissant toute une partie du territoire délaissée. Et non seulement c'est problématique parce qu'on se retrouve du coup avec la Grande-Bretagne ou l'Allemagne en retard sur la France, mais en plus, il y a un deuxième effet qui est qu'une fois qu'on est dans cette situation où on a plusieurs réseaux privés en superposition dans les zones les plus denses, et qu'on se retrouve avec uniquement la zone la moins dense, donc la moins profitable à déployer, finalement c'est encore pire parce que là, tout ce qui était rentable a été fait. Il ne reste plus que les zones les plus chères et donc les plus difficilement rentables, ce qui implique que le plan public qui viendrait en retard du marché ferait qu'il y aurait nécessairement beaucoup de subventions à mettre sur la table. Alors que si en amont, on pense à l'histoire de la péréquation, on limite le nombre de subventions puisque ce sera plutôt les prises pas chères qui subventionnent indirectement les prises chères. Ok, merci beaucoup Gwenaël pour cette réponse. Merci, un grand merci à nos deux intervenants. On a écouté toutes les questions qui avaient été posées. Et moi, je trouvais d'un point de vue personnel tout ceci extrêmement intéressant. J'espère que ça a été le cas également des personnes qui étaient présentes pendant ce webinaire. Donc effectivement, il y a quand même plusieurs remerciements qui vous ont été adressés par les gens qui ont dû partir un peu plus tôt. Merci beaucoup. Donc, merci encore à tous les deux, merci à tous. Et donc, on se retrouve bientôt pour d'autres webinaires de la chaire EPPP. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée tout le monde.